Le 18 octobre 1998, un alpiniste expérimenté nommé Marc Fontaine escaladait une paroi escarpée dans une zone reculée du massif de la Chartreuse, à environ 40 km au nord de Grenoble. Entre deux prises, son regard fut attiré par un reflet métallique coincé dans une fissure rocheuse, à quelques mètres de son parcours habituel. Ce qu'il découvrit ce jour-là allait rouvrir l'une des disparitions les plus troublantes de la région. Une montre Timex, avec un bracelet en cuir décoloré par le temps et les intempéries, et gravées au dos les initiales JM. Ces deux lettres ramenèrent immédiatement les enquêteurs 20 ans en arrière, au printemps 1978, lorsqu'un adolescent de 16 ans avait disparu sans laisser de traces lors d'une excursion scolaire dans ces mêmes montagnes. Pendant 2 décennies, sa famille avait cherché des réponses. Pendant 2 décennies, les recherches n'avaient mené nulle part. Et maintenant, cette montre surgissait d'un endroit où personne n'avait pensé à chercher. Mais comment un simple accessoire pouvait-il se retrouver là, dans une zone si difficile d'accès, alors que toutes les équipes de secours avaient ratissé le secteur en 1978 ? Et surtout, qu'est-ce que cette découverte allait révéler sur ce qui s'était réellement passé ce jour de mai, lorsque le brouillard avait englouti la montagne et fait disparaître un jeune homme plein de vie? Grenoble, au printemps 1978, vibrait d'une énergie particulière. Capitale des Alpes françaises, la ville avait conservé l'élan dynamique des Jeux olympiques d'hiver de 1968 et s'était transformée en un centre universitaire et technologique en pleine expansion. Nichée dans une vallée entourée de 3 massifs montagneux majestueux, la Chartreuse, le Vercors et Belledonne, Grenoble offrait à ses habitants un équilibre unique entre vie urbaine moderne et nature sauvage accessible. Le lycée Champollion, établissement centenaire situé en plein cœur du centre-ville, près de la place Grenette, accueillait les enfants de la bourgeoisie grenobloise et des classes moyennes montantes. C'était un bâtiment imposant de pierre grise, avec ses hautes fenêtres à meneaux et sa cour intérieure pavée où résonnaient les voix des adolescents entre les cours. Les professeurs, pour la plupart, appartenaient à cette génération qui avait connu la guerre et valorisait l'éducation classique, rigoureuse, empreinte d'humanisme. Julien Mercier était élève en classe de seconde scientifique. À 16 ans, c'était un garçon au physique ordinaire mais au regard vif, cheveux châtain clair, toujours légèrement en désordre, une mèche rebelle qui lui tombait sur le front, des yeux noisettes pétillants d'intelligence et de curiosité. Il mesurait 1,75 m, était mince et avait cette démarche un peu gauche typique des adolescents en pleine croissance. Contrairement à beaucoup de ses camarades qui s'intéressaient au football ou aux premières sorties en discothèque, Julien nourrissait 2 passions dévorantes, la photographie et la montagne. Son père, André Mercier, était ingénieur chez Merlin Gérine, la grande entreprise d'équipements électriques qui employait des milliers de personnes dans la région. Homme réservé et méthodique, André avait grandi dans une famille modeste de la campagne iséroise et avait gravi les échelons sociaux grâce à ses études. Il incarnait cette France de l'ascension sociale par le mérite, travaillant de longues heures, rentrant tard le soir avec sa mallette en cuir remplie de dossiers techniques. Malgré son emploi du temps chargé, il avait transmis à son fils l'amour de la précision, de l'observation minutieuse du monde. Claire Mercier, la mère, enseignait à l'école primaire du quartier Saint-Laurent, de l'autre côté de l'Isère. Femme chaleureuse aux cheveux bruns coupés courts, elle avait cette patience infinie propre aux bons pédagogues et cette capacité d'écoute qui faisait d'elle une confidente naturelle. Elle encourageait la créativité de Julien, admirait ses photographies en noir et blanc qu'il développait lui-même dans la salle de bain transformée en chambre noire improvisée les week-ends. C'était elle qui lui avait offert, pour ses 15 ans, l'appareil photo Pentax d'occasion qui ne le quittait plus. La famille vivait dans un appartement confortable du quartier de l'Aigle, dans un immeuble des années 50 avec vue sur les montagnes. Véronique, la petite sœur de Julien, avait 12 ans en 1978. Vive et bavarde, elle idolâtrait son grand frère malgré les taquineries habituelles entre frères et sœurs.
Elle aimait feuilleter ses livres de photographie, même si elle n'en comprenait pas toujours l'intérêt artistique, et écoutait avec fascination ses récits d'excursions en montagne. Étienne Beaumont était le meilleur ami de Julien depuis le collège. Grand, athlétique, avec des cheveux blonds et un sourire facile, il formait avec Julien un duo complémentaire. Là où Julien était introspectif et contemplatif, Étienne était expansif et sociable. Ils partageaient néanmoins la même passion pour la montagne, passant leur mercredi après-midi et leur week-end à arpenter les sentiers du Vercors ou de la Chartreuse, souvent accompagnés du père d'Étienne, Pascal Beaumont, guide de montagne semi-professionnel, qui leur avait appris les rudiments de l'alpinisme. Au lycée Champollion, M. Lavigne enseignait la géographie depuis 15 ans. À 42 ans, c'était un homme passionné par sa discipline, avec une barbe poivre et sel bien taillée, des lunettes à monture épaisse et un éternel pull en laine sur ses chemises à carreaux. Il organisait chaque année plusieurs sorties pédagogiques, convaincu que la géographie ne pouvait s'apprendre uniquement dans les livres. Pour lui, comprendre la formation des reliefs, l'érosion, les écosystèmes alpins nécessitait de les observer directement, de toucher la roche, de sentir le vent, de voir comment la végétation changeait avec l'altitude. La sortie prévue pour le 19 mai 1978 devait être l'une des plus ambitieuses de l'année. Monsieur Lavigne avait planifié une excursion d'une journée dans le massif de la Chartreuse, plus précisément dans le secteur du col de Porte, à environ 20 km au nord de Grenoble. L'objectif pédagogique était d'étudier sur le terrain les différents étages de végétation alpine, d'observer les phénomènes d'érosion karstique caractéristiques du calcaire de la Chartreuse et d'initier les élèves à la lecture de cartes topographiques en situation réelle. 24 élèves de seconde scientifique devaient participer, accompagnés de M. Lavigne et de Mme Collet, professeur de sciences de la vie et de la terre, une femme dans la trentaine, sportive, qui avait elle-même grandi à la montagne. Les autorisations parentales avaient été collectées, l'itinéraire avait été soigneusement préparé et la météo annonçait un temps correct malgré quelques passages nuageux prévus en fin de matinée. Julien attendait cette sortie avec une impatience particulière. Il avait préparé son sac à dos la veille au soir, vérifiant méticuleusement son équipement, l'appareil photo avec 3 pellicules vierges, un carnet de notes, ses jumelles compactes, une gourde, le pique-nique préparé par sa mère, un pull supplémentaire comme elle le lui avait recommandé. Il portait sa montre Timex, un cadeau de son grand-père paternel pour son 16e anniversaire, une montre simple, robuste, avec un cadran blanc, des chiffres noirs et un bracelet en cuir marron. Au dos, son père avait fait graver ses initiales lors d'un passage chez un bijoutier du centre-ville. Le matin du 19 mai, Claire Mercier se souvenait parfaitement de ses derniers mots à son fils, dans l'entrée de l'appartement, alors qu'il enfilait ses chaussures de randonnée. « Fais attention en montagne, reste bien avec le groupe et prends de belles photos pour nous montrer. » Julien avait souri, embrassé sa mère sur la joue, fait un signe de main à Véronique qui terminait son petit déjeuner et était parti rejoindre le point de rendez-vous devant le lycée. Personne, dans la famille Mercier, n'imaginait que ce serait la dernière fois qu'il le verrait vivant. Le départ du lycée Champollion s'était déroulé dans l'agitation joyeuse typique des sorties scolaires. À 8 heures précises, le car avait quitté Grenoble, empruntant la route départementale qui serpentait vers le nord, grimpant progressivement entre les pentes boisées du massif de la Chartreuse. Les élèves plaisantaient, certains somnolaient encore, d'autres regardaient défiler le paysage par les fenêtres. Julien était assis à côté d'Étienne, son appareil photo sur les genoux, anticipant déjà les clichés qu'il pourrait prendre. Le car s'était garé sur le parking du col de Porte vers 9h30. L'altitude, 1326 mètres, apportait une fraîcheur agréable. Le ciel était partiellement couvert, avec des nuages bas qui accrochaient les sommets environnants, mais la visibilité restait correcte. Monsieur Lavigne avait rassemblé les élèves pour un briefing. L'itinéraire prévu était une boucle d'environ 12 km, avec un dénivelé modéré,
passant par des zones forestières et des alpages. Ils devaient être de retour au quart, vers 16 heures. La progression du groupe s'était faite sans incident pendant les 2 premières heures. Monsieur Lavigne s'arrêtait régulièrement pour expliquer les formations géologiques, montrer les différentes essences d'arbres, faire remarquer comment la forêt de hêtres cédait progressivement la place aux résineux avec l'altitude. Madame Collet identifiait les plantes, parlait des adaptations de la flore alpine aux conditions difficiles. Les élèves prenaient des notes, certains plus sérieusement que d'autres. Julien photographiait tout. Les jeux d'ombre et de lumière à travers les branches, les détails d'écorce, les affleurements rocheux, les panoramas qui s'ouvraient par moments sur les vallées en contrebas. Étienne l'accompagnait, portant parfois son sac, pour lui permettre de se concentrer sur un cadrage particulier. Vers 11h30, le groupe avait atteint une clairière d'alpage, à environ 1600 mètres d'altitude, où M. Lavigne avait décidé de faire la pause déjeuner. C'est à ce moment que la météo avait commencé à se dégrader. Les nuages bas qui flottaient autour des sommets depuis le matin s'étaient épaissis, descendant rapidement dans la vallée. En l'espace de 20 minutes, une brume dense avait envahi la zone, réduisant la visibilité à moins de 50 mètres. Ce n'était pas inhabituel en montagne. Ces brouillards soudains faisaient partie des risques connus, mais cela changeait les conditions de la randonnée. Monsieur Lavigne avait rassemblé les élèves, leur demandant de rester groupés. La décision avait été prise de poursuivre selon l'itinéraire prévu plutôt que de faire demi-tour, car le sentier était bien balisé et le professeur connaissait parfaitement le chemin. Il avait insisté. Personne ne devait s'éloigner du groupe, la visibilité étant trop réduite pour prendre le moindre risque. La progression avait repris plus lente, plus prudente. Les élèves avançaient en file, Monsieur Lavigne en tête avec sa carte et sa boussole, Madame Collet fermant la marche pour s'assurer que personne ne restait en arrière. Le brouillard créait une atmosphère étrange, étouffant les sons, transformant les arbres en silhouettes fantomatiques. Certains élèves trouvaient cela excitant, d'autres commençaient à ressentir une certaine appréhension. Vers 13h15, selon les témoignages recueillis plus tard, le groupe avait atteint une bifurcation du sentier. Monsieur Lavigne s'était arrêté pour vérifier sur la carte qu'il prenait bien le bon embranchement. Pendant cette pause de quelques minutes, certains élèves en avaient profité pour boire une gorgée d'eau, d'autres discutaient à voix basse. C'est Étienne qui, quelques minutes plus tard, avait réalisé que Julien n'était plus à côté de lui. Il avait d'abord pensé que son ami s'était éloigné de quelques mètres pour photographier quelque chose. C'était dans ses habitudes. Mais après avoir appelé son nom sans obtenir de réponse, une inquiétude avait commencé à poindre. Étienne avait prévenu M. Lavigne, qui avait immédiatement ordonné un comptage des élèves. 23 sur 24. Julien Mercier manquait à l'appel. Les minutes suivantes s'étaient déroulées dans une confusion croissante. Monsieur Lavigne et Madame Collet avaient organisé les élèves en groupe de 3, leur demandant de rester sur place pendant qu'ils exploraient les environs immédiats en appelant Julien. Le brouillard était si dense qu'il était impossible de voir au-delà de quelques mètres. Les appels résonnaient étrangement dans l'air humide sans recevoir de réponse. Après 30 minutes de recherches infructueuses dans un périmètre restreint autour du point de bifurcation, M. Lavigne avait pris la décision de redescendre avec tout le groupe jusqu'à une zone où il savait pouvoir capter un signal pour appeler les secours. À 14h30, depuis une cabane forestière située plus bas, il avait contacté le peloton de gendarmerie de haute montagne stationné à Grenoble. L'alerte avait été déclenchée immédiatement. Les gendarmes spécialisés connaissaient bien les dangers de la montagne. Un adolescent seul, dans le brouillard, même sur des sentiers balisés, pouvait rapidement se perdre, paniquer, s'engager sur un terrain dangereux. Chaque minute comptait. Une équipe de 15 gendarmes et secouristes expérimentés avait été mobilisée dans l'heure, rejoignant le secteur avec du matériel de recherche. Cordes, lampes puissantes, couverture de survie, équipement médical. Pendant ce temps, à Grenoble, André et Claire Mercier recevaient le coup de téléphone que tous les parents redoutent.
Le proviseur du lycée leur expliquait qu'il y avait eu un incident lors de la sortie scolaire, que leur fils s'était momentanément éloigné du groupe dans le brouillard et que les secours étaient déjà sur place pour le retrouver. Il avait essayé de se montrer rassurant, parlant de simples questions de temps et de secteurs bien connus, mais le tremblement dans sa voix trahissait son inquiétude réelle. Claire avait immédiatement appelé Pascal Beaumont, le père d'Étienne, qui connaissait le secteur comme sa poche. Sans hésitation, Pascal avait rassemblé son équipement d'alpinisme et était parti rejoindre les équipes de recherche. André et Claire avaient voulu monter également, mais les gendarmes leur avaient demandé de rester chez eux, près du téléphone, au cas où Julien réussirait à redescendre et à appeler. L'attente qui avait commencé à ce moment-là serait la plus insupportable de leur vie. Sur le terrain, les recherches s'intensifiaient. Le brouillard persistait, compliquant considérablement les opérations. Les équipes progressaient méthodiquement, ratissant le secteur par zone, appelant régulièrement le nom de Julien. Ils exploraient chaque sentier secondaire, chaque ravin, chaque zone où un adolescent désorienté aurait pu s'engager. Pascal Beaumont, connaissant la passion de Julien pour la photographie, avait suggéré de vérifier les points de vue panoramiques, les endroits d'où l'on pouvait prendre de belles photos. Peut-être avait-il quitté le sentier pour trouver un meilleur angle. À la tombée de la nuit, vers 20h30, les recherches durent être temporairement suspendues pour des raisons de sécurité. Le brouillard était toujours aussi dense, la température chutait rapidement. Les équipes établirent un campement de base et préparèrent la reprise des opérations dès l'aube. Dans l'appartement du quartier de l'Aigle, les Mercier ne dormirent pas de la nuit. Véronique, terrifiée, s'était endormie dans les bras de sa mère après des heures de larmes. André, le visage figé, tournait en rond dans le salon, incapable de rester assis. Le lendemain matin, 20 mai 1978, les recherches reprirent à grande échelle. Le brouillard s'était partiellement levé, améliorant la visibilité. 50 personnes participaient désormais aux opérations. Gendarmes, pompiers, membres du club alpin grenoblois, bénévoles connaissant la montagne. Un hélicoptère de la gendarmerie avait effectué plusieurs passages au-dessus de la zone, scrutant le terrain à la recherche de tout signe de présence humaine. Étienne Beaumont avait insisté pour accompagner son père dans les recherches. À 16 ans, il connaissait le secteur, et surtout s'il connaissait Julien, sa façon de penser, les endroits qui l'auraient attiré. Ensemble, ils explorèrent des zones un peu à l'écart des sentiers principaux, des affleurements rocheux offrant des points de vue intéressants. Mais ils ne trouvèrent rien. Aucune trace de passage récent, aucun vêtement accroché à une branche, aucun objet tombé. Les jours suivants se transformèrent en une longue agonie pour la famille Mercier. Les recherches se poursuivirent pendant une semaine entière, mobilisant des moyens considérables. Chaque mètre carré dans un rayon de 3 kilomètres autour du point de disparition fut exploré. Les ravins furent sondés, les cavités naturelles dans le calcaire inspectées, les zones d'éboulis examinées. Des chiens pisteurs furent utilisés, mais le temps écoulé et les conditions météorologiques avaient effacé toute trace olfactive exploitable. Monsieur Lavigne, rongé par un sentiment de culpabilité écrasant, participa aux recherches chaque jour, dormant à peine. Il se repassait en boucle les événements de cette journée, cherchant ce qu'il aurait pu faire différemment. Aurait-il dû faire demi-tour dès l'apparition du brouillard? Aurait-il dû compter les élèves plus régulièrement? Comment avait-il pu ne pas remarquer immédiatement l'absence de Julien? Le 27 mai, après 9 jours de recherches intensives sans résultat, le commandant de gendarmerie en charge de l'opération dut se résoudre à annoncer aux parents que les moyens déployés allaient être progressivement réduits. Les probabilités de retrouver Julien vivant après tant de jours en montagne, sans équipement de survie, étaient devenues quasi nulles. Les recherches actives cesseraient, mais le dossier resterait ouvert, et toute nouvelle information serait immédiatement investiguée. Pour André et Claire Mercier, c'était incompréhensible, inacceptable. Comment leur fils pouvait-il simplement disparaître? Comment pouvait-on ne trouver aucune trace, aucun indice, rien qui explique ce qui s'était passé? Dans leur appartement, la chambre de Julien resta exactement comme il l'avait laissée ce matin du 19 mai.
Les photos qu'il avait développées étaient toujours épinglées sur les murs. Son appareil photo Pentax, celui qu'il emportait toujours, était là, près de son lit. Il avait pris le petit Instamatic de sa sœur pour l'excursion, pour ne pas risquer d'abîmer son précieux Pentax. Sa montre Timex aurait dû être également là, mais non, il l'avait portée ce jour-là. Les semaines qui suivirent la fin des recherches officielles transformèrent la vie de la famille Mercier en une existence suspendue, une vie d'attente sans objet précis, d'espoir sans fondement rationnel. Claire avait demandé un congé de son poste d'enseignante, incapable de faire face à une classe d'enfants de 10 ans alors que son propre fils avait disparu. Elle passait ses journées dans l'appartement, sursautant à chaque sonnerie du téléphone, guettant le bruit de l'ascenseur, comme si Julien allait miraculeusement franchir la porte d'entrée. André, à l'inverse, s'était plongé dans le travail avec une intensité maladive. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir, acceptait tous les déplacements professionnels qu'on lui proposait. Ses collègues chez Merlin-Gérin ne savaient que dire, oscillant entre compassion maladroite et évitement embarrassé. Le couple Mercier, autrefois uni et harmonieux, commençait à se fissurer sous le poids du chagrin, chacun gérant sa douleur à sa manière, incapable de rejoindre l'autre dans sa souffrance. Véronique, à 12 ans, était confrontée à une situation que son jeune âge ne lui permettait pas de vraiment comprendre. Son frère n'était pas mort, en tout cas personne ne le disait officiellement, mais il n'était pas là non plus. À l'école, ses camarades lui posaient des questions qu'elle ne savait pas comment répondre. Certains enfants, avec la cruauté inconsciente de leur âge, inventaient des histoires horribles sur ce qui avait pu arriver à Julien. Elle avait développé des insomnies, refusait de dormir seule dans sa chambre, se réveillait en pleurs en pleine nuit. L'enquête officielle se poursuivait, mais elle piétinait. Les gendarmes avaient interrogé tous les participants à l'excursion, reconstitué minute par minute le déroulement de la journée, analysé toutes les hypothèses possibles. La conclusion la plus probable, selon les enquêteurs, était que Julien s'était effectivement éloigné du groupe, dans le brouillard, peut-être pour photographier quelque chose, et qu'il s'était perdu. Dans ce type de situation, la désorientation pouvait être rapide et totale. Il avait pu tomber dans un ravin, être victime d'une chute dans une crevasse ou une cavité cachée par la végétation. Pourtant, cette explication ne satisfaisait pas vraiment les experts. Pascal Beaumont, qui connaissait intimement le massif de la Chartreuse, avait du mal à imaginer comment un adolescent, même désorienté, pouvait disparaître si complètement dans ce secteur relativement fréquenté. Il y avait des ravins, certes, mais aucun assez profond pour qu'un corps ne puisse être repéré lors de recherches aussi intensives. Les cavités karstiques existaient, mais elles étaient en général bien connues des spéléologues locaux et avaient toutes été vérifiées. Des théories alternatives commencèrent à circuler, alimentées par l'absence totale d'indices. Certains évoquèrent la possibilité d'une fugue préméditée. Julien aurait pu profiter de la confusion du brouillard pour s'éclipser volontairement. Mais cette hypothèse ne tenait pas. Il n'avait pris aucun effet personnel, n'avait pas d'argent sur lui, hormis quelques francs de poche. Et surtout, rien dans son comportement ou son état d'esprit ne suggérait qu'il voulait fuir sa vie. Au contraire, selon tous les témoignages, Julien était un adolescent équilibré, heureux, passionné par ses études et ses loisirs. L'hypothèse la plus sombre, celle que personne ne voulait vraiment exprimer, mais qui hantait les esprits, était celle de l'enlèvement. Peut-être quelqu'un avait-il profité du brouillard pour s'approcher du groupe, attendre qu'un élève s'isole et agir rapidement. Mais là encore, les faits ne corroboraient pas cette théorie. Le secteur était isolé, il n'y avait pas de route à proximité immédiate qui aurait permis à un véhicule d'attendre. Et aucun témoin n'avait remarqué de présence suspecte dans la zone ce jour-là. Au fil des mois, la vie reprit son cours apparent, du moins en surface. Claire retourna enseigner à la rentrée de septembre 1978, mais elle n'était plus la même. Ses collègues remarquèrent son regard distant, sa difficulté à se concentrer, ses moments d'absence en plein milieu d'une leçon. André continua à travailler avec acharnement, gravissant les échelons professionnels,
Mais ceux qui le connaissaient bien voyaient qu'il était devenu une coquille vide, fonctionnant en automatisme. Véronique grandit dans l'ombre de son frère disparu. L'appartement était devenu un mausolée silencieux. La chambre de Julien restait fermée la plupart du temps, mais Claire y entrait régulièrement pour dépoussiérer, comme si elle préparait le retour imminent de son fils. Les photos de famille accrochées dans le salon s'arrêtèrent brutalement au printemps 1978. Il n'y eut plus de célébrations d'anniversaire, plus de fêtes de fin d'année vraiment joyeuses. Étienne Beaumont, le meilleur ami de Julien, fut peut-être celui qui souffrit le plus après les parents. Il était hanté par la culpabilité du survivant, se reprochant de ne pas avoir fait plus attention à son ami lors de cette excursion. Pourquoi n'avait-il pas remarqué immédiatement que Julien s'éloignait? Pourquoi ne l'avait-il pas retenu? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, empoisonnant son sommeil, gâchant ses moments de joie. Il continua à fréquenter la famille Mercier, rendant visite à Claire et André régulièrement, comme si maintenir ce lien pouvait d'une certaine façon garder Julien présent. Il raconta et raconta encore les dernières heures avec son ami, cherchant dans ses souvenirs un détail qu'il aurait pu oublier, une parole qui aurait pu donner un indice. Mais il n'y avait rien. Julien avait été exactement lui-même ce matin-là. Enthousiaste, curieux, impatient de prendre des photos. Monsieur Lavigne, le professeur de géographie, ne se remit jamais vraiment du drame. Il continua à enseigner, mais n'organisa plus jamais de sortie en montagne. Sa passion pour la pédagogie de terrain s'était éteinte ce 19 mai 1978. Ses collègues le voyaient vieillir prématurément, voûté sous le poids d'une responsabilité qu'il s'attribuait entièrement. Il écrivit plusieurs lettres aux Mercier pour demander leur pardon, des lettres pleines de douleur et de remords que Claire lisait en pleurant, mais auxquelles elle ne savait que répondre. Au lycée Champollion, une plaque commémorative fut installée dans le hall d'entrée en mémoire de Julien Mercier. Chaque 19 mai, une petite cérémonie discrète avait lieu, rassemblant quelques professeurs et anciens élèves. Mais avec les années, l'histoire de Julien devint une sorte de légende locale, un avertissement murmuré aux nouvelles promotions sur les dangers de s'éloigner du groupe en montagne. Les années 70 laissèrent place aux années 80. La société française changeait rapidement. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, les débuts de l'informatique grand public, l'explosion du mouvement punk, puis New Wave. Le monde continuait à tourner, pendant que la famille Mercier restait figée dans son attente. Claire développa une forme d'obsession pour tous les cas de disparition. Elle lisait chaque article de journal, mentionnant une personne retrouvée après des années, espérant y trouver un espoir pour son propre fils. Elle contacta des associations de familles de disparus qui commençaient à se former, trouva un certain réconfort dans le partage d'expériences avec d'autres parents vivant la même torture. Elle apprit qu'elle n'était pas seule. Des centaines de familles françaises vivaient cette situation de ne pas savoir, qui est pire, d'une certaine façon, que la certitude de la mort. André, lui, canalisa son énergie dans l'action. Chaque été, il prenait plusieurs jours de congé pour retourner dans la Chartreuse avec Pascal Beaumont et quelques volontaires. Ils exploraient de nouvelles zones, suivant des indices parfois ténueux. Un berger qui aurait vu quelque chose d'inhabituel des années auparavant. Un spéléologue mentionnant une cavité qui n'avait pas été fouillée. Ces expéditions ne menaient nulle part, mais elles permettaient à André de sentir qu'il faisait quelque chose, qu'il n'abandonnait pas son fils. Véronique, devenue adolescente puis jeune adulte, porta un fardeau particulier. Elle était la sœur du disparu, définie par cette absence plus que par sa propre identité. À 18 ans, en 1984, elle quitta Grenoble pour poursuivre des études de psychologie à Lyon. Elle aimait profondément ses parents, mais vivre dans cet appartement mausolée était devenu insupportable. Elle avait besoin de construire sa propre vie, loin de l'ombre écrasante de son frère. Son départ accentua l'isolement du couple Mercier. André et Claire vivaient désormais côte à côte plus qu'ensemble. Deux personnes liées par un chagrin commun, mais incapables de vraiment communiquer leur douleur. Ils parlaient peu, mangeaient en silence,
regardèrent la télévision sans vraiment la voir. Leur couple n'était pas mort. Il y avait encore de l'affection, des gestes tendres occasionnels, mais il était comme gelé dans le temps, arrêté à ce matin de mai 1978. Les années 90 approchaient. 20 ans allaient bientôt s'être écoulés depuis la disparition de Julien. Claire avait 54 ans, André 57. Ils approchèrent de la retraite, avec la perspective terrifiante d'avoir encore plus de temps pour ressasser leurs pertes. Véronique, à 32 ans, était devenue psychologue pour enfants à Lyon, avait fondé sa propre famille, essayant de briser le cycle du malheur, même si l'absence de son frère restait une blessure toujours à vif. À Grenoble, peu de gens se souvenaient encore de l'histoire du jeune Julien Mercier, disparu en 1978. La ville avait changé, s'était modernisée. De nouvelles générations avaient grandi sans connaître cette tragédie. Le dossier, aux archives de la gendarmerie, était classé dans les affaires non résolues, réouvert brièvement de temps en temps, quand un nouvel élément survenait. Un corps retrouvé en montagne qui pourrait correspondre, un témoignage tardif d'un randonneur. Mais ces pistes se révélaient toujours infructueuses. Étienne Beaumont, devenu ingénieur comme le père de son ami disparu, habitait toujours Grenoble. Il s'était marié, avait eu 2 enfants, mais n'avait jamais vraiment tourné la page. Chaque printemps, au mois de mai, il montait seul dans la Chartreuse, retournait dans le secteur où Julien avait disparu et passait quelques heures à marcher, à réfléchir, à se souvenir. C'était devenu un rituel personnel, une façon de maintenir vivant le souvenir de son ami. Pascal Beaumont, le père d'Étienne, maintenant âgé de 70 ans, n'accompagnait plus André dans ses recherches estivales. Son corps ne le permettait plus, mais il n'avait jamais cessé de réfléchir à cette disparition qui le hantait. En tant que guide de montagne, il avait vu des accidents, des morts, des disparitions, mais celle de Julien restait la plus incompréhensible. Quelque chose lui échappait. Il en avait la conviction, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. C'est dans ce contexte, 2 décennies après le drame, alors que l'espoir s'était depuis longtemps transformé en résignation douloureuse, que la découverte de Marc Fontaine allait tout faire basculer. Le 18 octobre 1998 était une journée d'automne typique dans les Alpes. Les couleurs flamboyantes des forêts de hêtres contrastaient avec le vert sombre des sapins, et l'air avait cette clarté cristalline propre aux premières gelées nocturnes. Marc Fontaine, 42 ans, était un alpiniste chevronné qui avait fait de la montagne le centre de sa vie. Propriétaire d'un magasin de matériel d'escalade à Grenoble, il passait tous ses jours de congé en altitude, explorant les parois du massif de la Chartreuse avec une passion intacte après plus de 25 ans de pratique. Ce jour-là, Marc avait décidé de tenter une voie d'escalade difficile sur une paroi peu fréquentée, située dans un secteur reculé du massif, à environ 5 km à vol d'oiseau de la zone où Julien Mercier avait disparu en 1978. Cette paroi, orientée plein nord, restait dans l'ombre une grande partie de la journée et n'attirait que les grimpeurs les plus expérimentés cherchant la difficulté technique. Marc l'avait repéré des années auparavant, mais n'avait jamais trouvé le temps de l'escalader. Il avait commencé son ascension vers 10 heures du matin, progressant lentement mais sûrement, plaçant ses prises avec la précision acquise au fil de milliers d'heures passées sur la roche. Vers midi, à environ 80 mètres du sol, alors qu'il cherchait une prise pour sa main gauche, son regard avait été attiré par quelque chose de brillant, coincé dans une fissure horizontale de la paroi, légèrement sur sa droite. Au début, il avait pensé qu'il s'agissait d'un morceau de matériel d'escalade abandonné, un mousqueton peut-être, ou un python. Mais en se rapprochant, sécurisant d'abord sa position avec un bon point d'ancrage, il avait réalisé que c'était autre chose. Sa curiosité piquée, il avait dévié de quelques mètres de sa trajectoire prévue pour atteindre la fissure. Ce qu'il en avait extrait avec précaution était une montre Timex à bracelet de cuir, le cadran blanc sale et rayé, le verre fissuré mais pas brisé. Le bracelet était durci par l'exposition prolongée aux intempéries, décoloré par le soleil et la pluie, mais étonnamment,
Le mécanisme semblait avoir continué à fonctionner pendant un certain temps. Les aiguilles indiquaient 2h37, figées là depuis des années. Marc avait retourné la montre dans sa main gantée. Au dos du boîtier métallique, gravé avec la netteté caractéristique d'un travail d'orfèvre professionnel, les initiales JM étaient parfaitement lisibles. Son cœur s'était mis à battre plus vite. Une montre. Des initiales. À 80 mètres de hauteur sur une paroi isolée. Comment était-ce possible? Il avait soigneusement placé la montre dans une poche intérieure de sa veste d'escalade et terminé son ascension, mais son esprit était ailleurs. Une fois au sommet, après avoir installé son rappel pour redescendre, il s'était assis quelques minutes pour examiner plus attentivement sa trouvaille. La montre datait clairement des années 70, peut-être début 80 ou plus tard, à en juger par le style. Le bracelet en cuir portait la marque d'un fabricant français. C'était une montre de tous les jours, pas un modèle de luxe, le genre que des milliers de Français avaient porté à cette époque, mais ses initiales, JM, et ce lieu si improbable. Marc connaissait bien les histoires de la montagne, les accidents, les disparitions. Il savait qu'une montre ne se retrouve pas par hasard à 80 mètres de hauteur sur une paroi verticale. Quelqu'un avait été là, quelqu'un qui pratiquait l'escalade, ou qui était tombé d'en haut, ou... Il y avait trop de possibilités, mais aucune n'était anodine. De retour chez lui en fin d'après-midi, Marc n'avait pas hésité longtemps avant de contacter la gendarmerie de Grenoble. Il avait été transféré au service des affaires non élucidées, où un lieutenant nommé Garnier, jeune officier de 35 ans, passionné par les cold cases, avait pris son appel avec un intérêt immédiat. Des initiales JM, vous dites? Sur une montre trouvée dans la Chartreuse. La voix du lieutenant avait une note d'excitation contenue. Pouvez-vous me décrire exactement où vous avez fait cette découverte? Marc avait fourni les coordonnées GPS précises, décrit la paroi, expliqué l'altitude et la position exacte de la fissure où la montre était coincée. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis le lieutenant Garnier avait dit quelque chose qui fit comprendre à Marc qu'il venait peut-être de faire une découverte majeure. Monsieur Fontaine, il y a 20 ans, presque jour pour jour, un adolescent nommé Julien Mercier a disparu lors d'une randonnée scolaire dans la Chartreuse. Ses initiales étaient JM. Il portait une montre Timex ce jour-là. Je crois que vous venez peut-être de retrouver une pièce cruciale d'une enquête que nous n'avions jamais pu résoudre. Le lieutenant Garnier avait demandé à Marc Fontaine de ne parler de sa découverte à personne pour le moment et de venir déposer la montre au commissariat dès le lendemain matin. Cette nuit-là, Garnier avait ressorti l'épais dossier Mercier des archives, feuilletant des centaines de pages de témoignages, de rapports de recherche, de photos de la zone, d'analyses qui n'avaient mené nulle part. Il avait lu et relu la description des effets personnels que Julien portait ce 19 mai 1978. La montre y figurait. Timex, cadran blanc, bracelet cuir marron, initiales JM, gravées au dos, offerte par le grand-père paternel. C'était bien celle-là. Après 20 ans, la première preuve tangible de ce qui était arrivé à Julien Mercier venait de refaire surface. Le lendemain matin, 19 octobre, Marc Fontaine déposa la montre au commissariat. Elle fut immédiatement placée sous scellé et envoyée au laboratoire de police scientifique de Lyon pour analyse. Les experts allaient tenter d'extraire toute information possible, traces biologiques, empreintes, éléments environnementaux qui pourraient indiquer combien de temps la montre était restée exposée aux intempéries. Mais le lieutenant Garnier avait déjà une question obsédante. Comment cette montre s'était-elle retrouvée à cet endroit précis? La paroi où Marc Fontaine l'avait découverte se situait à plus de 5 kilomètres du point de disparition initiale. Entre les deux, il y avait des vallées, des crêtes, des forêts denses. Ce n'était pas sur le trajet logique d'un adolescent perdu dans le brouillard. Garnier étudia minutieusement les cartes topographiques. La zone de découverte de la montre se trouvait en altitude, à environ 1800 mètres, sur une paroi qui dominait un vallon profond. En contrebas, 200 mètres plus bas, s'étendait une forêt de sapins impénétrables. Si quelqu'un était tombé du sommet de cette paroi, son corps
aurait atterri dans cette forêt. Mais cette zone avait-elle été fouillée en 1978? Il vérifia les rapports de recherche. La réponse le frappa comme une évidence désagréable. Non. En 1978, les recherches s'étaient concentrées dans un rayon de 3 kilomètres autour du point de disparition, suivant la logique qu'un adolescent désorienté ne pouvait s'éloigner beaucoup plus. La zone où Mark avait trouvé la montre était considérée comme trop éloignée, trop difficile d'accès pour qu'un randonneur amateur s'y aventure, surtout dans le brouillard. Cette zone n'avait jamais été fouillée systématiquement. Le lieutenant Garnier sentit son pouls s'accélérer. Après 20 ans, il tenait peut-être enfin une piste sérieuse. Il contacta immédiatement le peloton de gendarmerie de haute montagne pour organiser une nouvelle opération de recherche, cette fois concentrée sur ce secteur précis. Mais avant de mobiliser des moyens importants, il devait faire quelque chose de délicat, prévenir la famille Mercier. C'était la partie de son travail qu'il détestait le plus, ranimer de vieux espoirs qui pourraient être à nouveau déçus. Il décrocha son téléphone et composa le numéro que le dossier indiquait pour André et Claire Mercier. Claire avait répondu. Sa voix était celle d'une femme âgée maintenant, fatiguée, qui avait appris à ne plus espérer. Quand Garnier s'était présenté et avait mentionné le nom de Julien, il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis un souffle tremblant. « Qu'avez-vous trouvé » avait-elle demandé, et dans ces 4 mots, le lieutenant entendit 20 ans d'attente, de douleur, de prières silencieuses. Il lui expliqua la situation avec précaution, soulignant qu'il ne s'agissait pour l'instant que d'une montre, qu'il ne pouvait pas tirer de conclusions hâtives, mais qu'une nouvelle phase de recherche allait être lancée. Claire avait écouté sans l'interrompre, puis elle avait dit simplement « Nous arrivons ». André et Claire Mercier se présentèrent au commissariat de Grenoble 2 heures plus tard. Le lieutenant Garnier fut frappé par leur apparence. André, maintenant âgé de 57 ans, avait les cheveux complètement gris, le dos légèrement voûté, le visage marqué de rides profondes. Claire, à 54 ans, semblait encore plus éprouvée, les yeux cernés, les mains tremblantes. 20 ans de chagrin étaient gravés sur leurs traits. Garnier leur montra la montre, maintenant scellée dans un sachet transparent. Claire porta sa main à sa bouche, les larmes jaillirent immédiatement. André tendit la main comme pour toucher le sachet, puis se retint, fixant la montre avec une intensité douloureuse. « C'est celle de Julien », avait murmuré Claire. « Je reconnais le bracelet, c'est bien celle-là. Où l'avez-vous trouvée ?» Garnier leur expliqua, leur montra sur une carte le secteur précis. André fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Mais c'est à des kilomètres de l'endroit où il a disparu. Comment aurait-il pu aller jusque-là ? Ce n'est même pas dans la direction du retour. »« C'est ce que nous allons essayer de comprendre, » répondit Garnier. « Nous allons organiser de nouvelles recherches dans ce secteur. Avec les technologies modernes dont nous disposons maintenant, nous avons plus de chances de trouver... » Il hésita sur le mot à employer. De trouver ce qui s'est passé. Les résultats de l'analyse scientifique de la montre arrivèrent 3 jours plus tard. Le rapport était détaillé. La montre avait été exposée aux intempéries pendant une période prolongée, probablement entre 15 et 25 ans, d'après la dégradation du bracelet en cuir et l'oxydation du boîtier. Aucune trace biologique exploitable n'avait pu être extraite. En revanche, des micro-analyses avaient révélé des traces de lichen et de mousse spécifiques aux zones rocheuses en altitude, cohérentes avec l'environnement où elle avait été trouvée. Le mécanisme de la montre avait cessé de fonctionner à 2h37. Impossible de savoir si c'était le jour même de la disparition ou des semaines, des mois plus tard. Mais cette heure avait une signification potentielle. En 1978, Julien avait été vu pour la dernière fois vers 13h15. Si la montre s'était arrêtée le jour même à 2h37, cela signifiait qu'environ 1h20 s'était écoulée entre sa disparition et... quoi ? Une chute, un accident.
Le 23 octobre 1998, une équipe de 15 gendarmes spécialisés en recherche en montagne, accompagnés de 2 maîtres chiens et de techniciens équipés de détecteurs de métaux et de sondes, se déploya dans le secteur de la découverte de la montre. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la visibilité excellente. Pascal Beaumont, maintenant âgé de 70 ans mais toujours alerte, avait insisté pour les accompagner en tant que conseiller, utilisant sa connaissance intime du terrain. Les recherches commencèrent au sommet de la paroi où la montre avait été trouvée. L'hypothèse de travail était qu'elle provenait d'en haut, qu'elle était tombée ou avait été arrachée du poignet de Julien dans une chute, puis était restée coincée dans la fissure rocheuse pendant 20 ans. Si cette hypothèse était correcte, le corps devait se trouver quelque part en contrebas. La forêt en contrebas de la paroi était dense, difficile d'accès, avec un sol jonché de rochers couverts de mousse et d'éboulis anciens. Les chiens pisteurs furent lâchés, mais après 20 ans, il n'y avait aucune trace olfactive à suivre. L'équipe progressait méthodiquement, marquant les zones explorées, sondant les accumulations de feuilles mortes, vérifiant les creux entre les rochers. Étienne Beaumont, informé des nouvelles recherches, avait pris plusieurs jours de congé pour être présent. À 40 ans, il n'avait jamais cessé de penser à son ami. Il accompagnait son père dans les recherches, scrutant le terrain avec l'œil d'un homme qui connaît la montagne et qui cherche désespérément une réponse après 20 ans d'interrogation. Le deuxième jour de recherche, le 24 octobre, en milieu d'après-midi, un des chiens commença à manifester de l'intérêt pour une zone particulière, à environ 150 mètres en contrebas de la paroi, dans un secteur où de gros blocs rocheux formaient une sorte de chaos pierreux recouvert par des décennies d'humus et de végétation. Le maître chien appela ses collègues. L'équipe converge vers le point. Ils commencèrent à dégager prudemment la végétation, soulevant les couches de feuilles et de branches mortes. Pascal Beaumont observait, le cœur battant. Puis un des gendarmes s'immobilisa, baissa sa main vers le sol et dit d'une voix tendue « J'ai quelque chose ». Ce qu'il venait de trouver, à moitié enfoui dans l'humus blanchi par 20 années d'exposition, était un os. Un os long, probablement un fémur. Humain. Le chantier de fouilles fut immédiatement sécurisé. Un médecin légiste et une équipe d'anthropologie judiciaire furent appelés de Lyon. Les recherches continuèrent avec une extrême précaution, chaque élément étant photographié, répertorié, localisé avec précision avant d'être prélevé. Au cours des heures suivantes, d'autres ossements furent découverts, dispersés dans un rayon de plusieurs mètres, côtes, vertèbres, fragments du crâne. Les animaux et le temps avaient fait leur œuvre, dispersant les restes. Mais il y avait aussi des objets, des lambeaux de tissu synthétique qui avaient mieux résisté au temps que le coton, des débris de semelles de chaussures, des restes de boucles de ceinture et de fermetures éclairs oxydées. Et puis, coincé entre 2 rochers, protégé de l'érosion la plus sévère, un objet qui fit battre plus fort le cœur de tous ceux présents. Un boîtier d'appareil photo, instamatique, plastique rouge et noir, complètement décoloré mais reconnaissable. Le même type d'appareil que Julien Mercier emportait selon les témoignages de 1978. Le lieutenant Garnier, qui supervisait les opérations, sentit une profonde tristesse mêlée de soulagement. Après 20 ans, ils avaient enfin retrouvé Julien Mercier. Le mystère de sa disparition était sur le point d'être résolu. Mais il restait la question essentielle. Comment était-il arrivé là? André et Claire Mercier furent informés le soir même. Le lieutenant Garnier se rendit personnellement à leur appartement, accompagné d'une psychologue de la gendarmerie. Quand il leur annonça qu'on avait retrouvé des restes humains correspondant probablement à leur fils, Claire s'effondra dans les bras d'André. Mais ce n'était pas uniquement du chagrin, il y avait aussi, étrangement, une forme de soulagement. Enfin, il savait. Après 20 ans d'incertitude, l'attente insupportable était terminée. Comment est-il mort? Demanda André d'une voix brisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne le savons pas encore complètement, répondit Garnier avec honnêteté. Mais nous allons le découvrir. Les restes vont être analysés. L'endroit où ils ont été trouvés va être étudié. Nous allons comprendre.
Les analyses médico-légales prirent plusieurs semaines. L'identification formelle fut relativement rapide. Les dossiers dentaires de Julien Mercier, conservés par son dentiste grenoblois, qui avait pris sa retraite depuis, correspondaient parfaitement aux restes trouvés. L'ADN, extrait d'une dent bien préservée, confirma définitivement l'identité lorsqu'il fut comparé à celui d'André Éclair. Mais c'est l'analyse des os par l'anthropologue judiciaire qui allait révéler la vérité sur ce qui s'était passé. Le rapport, rendu le 15 novembre 1998, était précis et accablant dans ses conclusions. Les ossements montraient des fractures multiples, toutes cohérentes avec une chute de grande hauteur. Le crâne présentait une fracture massive à la base, le bassin était brisé, plusieurs côtes fracturées, les os longs des jambes et des bras avaient des fractures nettes. Selon l'expert, ces blessures étaient compatibles avec une chute verticale d'au moins 40 à 50 mètres, probablement davantage. La mort avait été instantanée ou presque. Le lieutenant Garnier étudia ces conclusions en les mettant en relation avec la topographie du lieu. Il remonta sur le terrain avec Pascal Beaumont et Étienne, cette fois équipés de cordages et de matériel d'escalade. Ils escaladèrent la paroi jusqu'au sommet, 250 mètres au-dessus de l'endroit où le corps avait été retrouvé. En haut, le terrain formait un plateau calcaire relativement plat, parcouru de fissures et de dolines typiques du karst. De la végétation basse recouvrait la zone, principalement des arbustes et des herbes alpines. Et puis, en explorant méthodiquement, ils la trouvèrent, une dépression naturelle, partiellement dissimulée par la végétation, d'environ 4 mètres de diamètre. Un avène, une ouverture verticale dans le calcaire, formée par l'effondrement d'une cavité souterraine. Pascal Beaumont s'approcha prudemment du bord, s'allongea sur le ventre pour regarder à l'intérieur. Le puits descendait verticalement dans l'obscurité. Il laissa tomber une pierre, compta les secondes, jusqu'à entendre le bruit de l'impact. 6 secondes. Environ 180 mètres de profondeur. « Bon Dieu, murmura-t-il, c'est là, c'est ce qui s'est passé. » Le tableau se reconstituait avec une clarté terrible. Le 19 mai 1978, Julien Mercier s'était éloigné du groupe dans le brouillard. Au lieu de descendre vers la vallée, désorienté, il avait grimpé. Peut-être cherchait-il à atteindre un point haut pour retrouver ses repères. Peut-être avait-il vu une trouée dans le brouillard et pensé que le groupe était dans cette direction. Ou peut-être avait-il simplement marché au hasard, complètement perdu. Il avait fini par atteindre ce plateau sommital. Dans le brouillard épais, impossible de voir la veine. La végétation le dissimulait partiellement. Il avait marché droit dessus. La chute avait été verticale, foudroyante. Son corps avait heurté les parois du puits plusieurs fois pendant la descente, expliquant les fractures multiples. Sa montre avait été arrachée de son poignet lors d'un de ces impacts, restant coincé dans une fissure de la paroi à 80 mètres de profondeur. Le corps, lui, avait continué sa chute jusqu'au fond du puits, 180 mètres plus bas. Mais alors, pourquoi avait-on retrouvé les restes à l'extérieur, dans la forêt en contrebas? Pascal Beaumont avait la réponse. Il expliqua que ces avants karstiques étaient souvent connectés à des réseaux souterrains complexes. Les eaux de pluie s'infiltraient, créaient des courants souterrains, charriaient les sédiments et tout ce qui se trouvait au fond. Une équipe de spéléologues fut appelée pour explorer la veine. Ils descendirent avec précaution, équipés de matériel professionnel. Au fond, ils découvrirent effectivement un réseau de galeries horizontales partiellement inondées. Ils suivirent le courant souterrain sur plusieurs centaines de mètres, rampant dans des passages étroits, traversant des salles inondées. Et ils débouchèrent finalement sur une sortie naturelle, une résurgence où l'eau souterraine ressortait à l'air libre, exactement en contrebas de la paroi rocheuse où les restes avaient été trouvés. Au fil des années, probablement lors de crues souterraines importantes pendant les orages d'été, les ossements avaient été lentement transportés par le courant d'eau à travers le réseau souterrain, puis déposés à l'extérieur lors des débordements de la résurgence. C'est pour cela que les restes étaient dispersés,
que seuls les os et les objets les plus lourds avaient été retrouvés, les éléments plus légers avaient été emportés plus loin par l'eau de ruissellement. Le mystère était résolu. Julien Mercier, 16 ans, perdu dans le brouillard, désorienté, cherchant désespérément à retrouver son chemin, était tombé dans un piège mortel de la nature. Un avène invisible, dissimulé par la végétation, au sommet d'une montagne, où personne n'avait pensé qu'il pourrait aller. Sa mort avait été instantanée. Il n'avait pas souffert. Et pendant 20 ans, la montagne avait gardé son secret. Quand le lieutenant Garnier exposa ses conclusions à André et Claire Mercier, dans le bureau austère du commissariat de Grenoble, un silence pesant s'installa. Puis André demanda d'une voix blanche, « Vous voulez dire qu'il a marché pendant des heures dans le mauvais sens, qu'il est monté au lieu de descendre. C'est la désorientation totale, » expliqua Pascal Beaumont, qui assistait à l'entretien. Dans le brouillard épais en montagne, on perd complètement ses repères. Haut, bas, gauche, droite, tout se confond. Il est très facile de croire qu'on descend alors qu'on monte, ou inversement. Julien a probablement cru qu'il retournait vers le groupe. Il ne pouvait pas savoir. Claire pleurait silencieusement, mais ses larmes étaient différentes de celles de ces 20 dernières années. C'étaient des larmes de deuil véritables, pas d'incertitude. Elle pouvait enfin faire son deuil de son fils. Savoir qu'il n'avait pas souffert, qu'il n'avait pas été victime d'un enlèvement, qu'il n'avait pas fui sa famille, tout cela, aussi douloureux que ce soit, apportait une forme de paix. « Est-ce qu'on peut le voir ?» demanda Claire. Garnier secoua doucement la tête. Les restes ont été dispersés par 20 années d'exposition aux éléments et au transport par l'eau. Ce que nous avons retrouvé, il hésita, cherchant les mots justes. Ce ne serait pas une bonne chose pour vous de voir cela. Mais nous avons tout réuni. Vous pourrez organiser des funérailles dignes. Enfin, ramener Julien à la maison. Véronique Mercier arriva de Lyon le soir même, prévenue par ses parents. À 32 ans, elle revoyait son frère tel qu'il était à 16 ans, figé dans sa mémoire comme sur les photographies jaunies. Elle tint longtemps ses parents dans ses bras, pleurant avec eux, partageant ce mélange étrange de douleur et de soulagement. Étienne Beaumont rendit visite aux Mercier le lendemain. Il s'assit avec eux dans leur salon, ce même salon où il était venu tant de fois en tant qu'adolescent, quand Julien était encore là. Il leur raconta des souvenirs de leur dernière matinée ensemble, comment Julien était excité par la sortie, comment il avait vérifié son appareil photo 3 fois pour être sûr qu'il fonctionnait. « Je me suis toujours demandé si j'aurais pu faire quelque chose de différent, » dit Étienne, la voix éraillée par l'émotion. « Si j'avais fait plus attention, si je l'avais retenu. »« Non !» l'interrompit Claire avec une fermeté surprenante. « Non, Étienne, ce n'était pas ta faute. Ce n'était la faute de personne. C'était un accident, un terrible accident. » Monsieur Lavigne, l'ancien professeur de géographie maintenant âgé de 62 ans et à la retraite, fut également informé. Il vint au commissariat, demanda à voir le lieutenant Garnier et écouta l'explication de ce qui s'était passé. Quand Garnier eut terminé, Lavigne resta silencieux un long moment, puis dit « Pendant 20 ans, je me suis reproché de ne pas l'avoir mieux surveillé. Pendant 20 ans, je me suis dit que j'aurais dû faire demi-tour dès le début du brouillard. Mais maintenant, il secoua la tête, maintenant je comprends qu'aucune décision différente n'aurait changé quoi que ce soit. S'il était destiné à s'éloigner, à se perdre, à tomber dans ce piège. » Il ne termina pas sa phrase, mais Garnier comprit. Parfois, les tragédies arrivent malgré toutes les précautions, malgré toute la vigilance. La montagne est belle, mais elle est impitoyable avec les erreurs, même les plus innocentes. Les funérailles de Julien Mercier eurent lieu le 28 novembre 1998 à l'église Saint-Laurent de Grenoble, la même où il avait été baptisé 16 ans plus tôt. La cérémonie rassembla près de 200 personnes, la famille, les amis, d'anciens camarades de classe maintenant dans la trentaine, des professeurs du lycée Champollion, des membres de la communauté grenobloise qui se souvenaient de l'affaire. Le cercueil était fermé, contenant les restes de Julien soigneusement rassemblés. Sur le couvercle, Claire avait déposé une de ses photographies en noir et blanc, une de celles qu'il avait développées lui-même.
un paysage de montagne pris depuis le Vercors, avec les sommets de la Chartreuse se découpant sur le ciel. Le prêtre parla de la douleur de l'attente, de la force de la famille Mercier pendant ces 20 années, et maintenant de l'apaisement que pouvait apporter la vérité, même terrible. Étienne Beaumont lut un texte qu'il avait écrit, évoquant son ami, leur passion commune pour la montagne, les rires partagés, les projets d'avenir qu'ils avaient tous les deux. Julien voulait devenir photographe professionnel, voyager, capturer la beauté du monde. Véronique parla également avec une voix tremblante mais claire, racontant comment l'absence de son frère avait façonné sa vie, comment elle avait choisi de devenir psychologue en partie pour comprendre le deuil, le trauma, la façon dont les familles survivent à l'impensable. « Julien n'est plus avec nous depuis 20 ans, dit-elle, mais il n'a jamais vraiment quitté notre famille. Son souvenir nous a accompagnés chaque jour, et maintenant, nous pouvons enfin lui dire au revoir correctement. » L'inhumation eut lieu au cimetière Saint-Roch, dans un caveau familial que les Mercier avaient acheté pour l'occasion. La pierre tombale était simple, gravée avec son nom, ses dates de naissance et de décès, et une phrase que Claire avait choisie. « Parti photographier les montagnes éternelles ». Dans les semaines qui suivirent, quelque chose de subtil mais profond changea chez André et Claire. Ce n'était pas de la joie, on ne se réjouit jamais de la mort de son enfant, mais c'était la fin d'une torture psychologique qui avait duré 2 décennies. Ils pouvaient enfin vivre leur deuil normalement, sans l'incertitude qui avait empoisonné chaque instant de ces 20 années. André prit sa retraite anticipée de Merlin-Gérin quelques mois plus tard. Il se mit à écrire un livre sur l'expérience des familles de disparus, interviewant d'autres parents qui vivaient la même situation, créant une ressource qui pourrait peut-être aider d'autres personnes à travers ce cauchemar particulier. Le livre fut publié en 2000 et devint une référence pour les associations de familles de disparus. Claire retourna enseigner avec une énergie renouvelée. Elle créa dans son école un programme de sensibilisation à la sécurité en montagne, expliquant aux enfants les dangers de la désorientation, l'importance de rester groupés, les pièges naturels invisibles. Elle transforma sa douleur en action préventive, espérant que le destin de Julien pourrait servir à sauver d'autres vies. Véronique maintint un contact plus étroit avec ses parents. L'ombre qui avait plané sur leur famille commençait à se dissiper. Son propre fils, né en 2000, reçut comme 2e prénom Julien, une façon de maintenir vivant le souvenir de l'oncle qu'il ne connaîtrait jamais. Étienne Beaumont installa dans son bureau une photographie de Julien, prise lors d'une de leurs excursions en montagne, où on le voyait sourire avec son appareil photo en bandoulière. Il continua ses randonnées annuelles en mai dans la Chartreuse, mais maintenant il se rendait directement sur le plateau où se trouvait l'Avenne. Une petite plaque commémorative y avait été installée par la commune, avertissant les randonneurs du danger et commémorant Julien Mercier. Le lycée Champollion organisa, en mai 1999, une cérémonie spéciale marquant les 21 ans de la disparition et la récente résolution du mystère. La plaque commémorative dans le hall d'entrée fut complétée avec les nouvelles informations. Monsieur Lavigne, maintenant retraité, y assista. Il put enfin se libérer d'une partie du poids de culpabilité qu'il portait, comprenant que la tragédie n'était pas le résultat de sa négligence, mais d'une malchance terrible et de circonstances impossibles à prévoir. Pascal Beaumont, le vieux guide de montagne, utilisa son expérience de cette affaire pour développer de nouvelles protocoles de sécurité pour les randonnées scolaires. Il travailla avec la mairie de Grenoble et le club alpin, pour cartographier précisément tous les avants connus dans le massif de la Chartreuse, créant une base de données qui permettrait aux secouristes de mieux cibler leurs recherches en cas de future disparition. Plusieurs avants dangereux furent sécurisés avec des barrières. Le lieutenant Garnier, qui avait résolu le mystère 20 ans après les faits, fut décoré pour son travail sur cette affaire. Mais pour lui, la vraie satisfaction n'était pas la reconnaissance. C'était d'avoir pu apporter des réponses à une famille qui avait attendu si longtemps. Il garda sur son bureau, pendant le reste de sa carrière, une photographie de la montre Timex avec les initiales J. « Monsieur,
comme rappel que même les affaires les plus anciennes méritent persévérance et attention. Marc Fontaine, l'alpiniste dont la découverte avait tout déclenché, continua ses escalades dans la Chartreuse. Mais il ne regardait plus jamais les parois de la même façon. Il était devenu plus attentif aux dangers invisibles, plus respectueux de la puissance implacable de la nature. Il fit plusieurs dons à l'association de familles de disparus qu'André avait contribué à créer. L'histoire de Julien Mercier devint un cas d'étude dans les formations de secours en montagne. Elle illustrait parfaitement comment une désorientation, en conditions de brouillard, pouvait mener un randonneur dans une direction complètement inattendue, et comment certains dangers naturels restaient invisibles même lors de recherches intensives. Les protocoles de recherche furent modifiés pour inclure systématiquement l'exploration de zones plus éloignées du point de disparition initiale et pour accorder une attention particulière aux formations karstiques. En l'an 2000, alors que le nouveau millénaire commençait, André et Claire Mercier, maintenant tous deux retraités, entreprirent un voyage qu'ils avaient planifié avec Julien avant sa disparition. Parcourir les parcs nationaux des Alpes françaises, de la Vanoise au Mercantour. Ils emportèrent avec eux une petite urne contenant une poignée de terre du caveau de Julien, déposant symboliquement une parcelle de leur fils dans chaque sommet qu'ils gravissaient. C'était leur façon de réaliser ses rêves par procuration, de lui offrir, 22 ans après sa mort, les paysages qu'il aurait voulu photographier. À chaque sommet, Claire lisait un court texte qu'elle avait écrit, parlant à Julien comme s'il était là, lui décrivant la vue, la lumière, la beauté de ces montagnes qu'il avait tant aimées. Véronique, en tant que psychologue, publia plusieurs articles académiques sur le deuil ambigu, cette forme particulière de chagrin qu'éprouvent les familles de disparus, coincées entre l'espoir et le désespoir, incapables d'avancer ou de reculer. Son travail, nourri par sa propre expérience, aida de nombreux professionnels de la santé mentale à mieux accompagner ces familles. Étienne Beaumont, devenu directeur technique dans une grande entreprise d'ingénierie à Grenoble, ne manqua jamais une occasion de parler de Julien aux nouvelles générations. Il intervenait régulièrement dans les écoles, racontant l'histoire de son ami, expliquant les leçons de sécurité en montagne, mais aussi parlant de l'importance de l'amitié, des souvenirs partagés et de la façon dont une vie, même courte, peut laisser une empreinte durable. La montre Timex, pièce à conviction devenue symbole, fut finalement restituée à la famille Mercier après la clôture définitive du dossier judiciaire. Claire la plaça dans une vitrine de leur salon, à côté des photographies de Julien, de son appareil photo Pentax et de quelques-uns de ses clichés en noir et blanc. Elle ne fonctionnait plus, figée à 2h37, mais elle racontait une histoire, celle d'un jeune homme passionné, d'une tragédie évitable, d'une famille qui avait survécu à l'impensable. Les années passèrent. André mourut en 2014, à l'âge de 73 ans, d'une crise cardiaque soudaine. À ses funérailles, Véronique lut une lettre que son père avait écrite quelques mois auparavant, où il parlait de sa vie, de ses regrets, mais aussi de sa gratitude d'avoir finalement pu savoir ce qui était arrivé à Julien, d'avoir pu lui offrir des funérailles dignes, d'avoir pu transformer sa douleur en action positive. Claire lui survécut encore quelques années, entourée de ses petits-enfants qui connaissaient tous l'histoire de l'oncle Julien disparu en montagne. Elle s'éteignit paisiblement en 2017, à l'âge de 73 ans. Jusqu'à son dernier jour, elle garda dans son portefeuille une petite photographie de Julien à 16 ans, souriant, son appareil photo autour du cou. Aujourd'hui, au cimetière Saint-Roch de Grenoble, 3 noms sont gravés sur la même pierre tombale: Julien Mercier, André Mercier, Claire Mercier, réunis dans la mort après tant d'années de séparation. Et au printemps, chaque année, quand les montagnes de la Chartreuse se couvrent de fleurs sauvages, quelqu'un, Véronique, Étienne ou l'un des nombreux amis que l'histoire de Julien a touchés, vient déposer un bouquet et reste quelques instants en silence, regardant vers les sommets au nord de la ville, là où un jeune homme plein de rêves s'est perdu dans le brouillard il y a si longtemps. Cette histoire nous rappelle combien la nature peut être impitoyable, même pour les plus passionnés de ses admirateurs.
Elle nous enseigne que parfois, les réponses que nous cherchons désespérément mettent des décennies à émerger, et qu'un simple objet retrouvé par hasard peut dévoiler des secrets gardés pendant 20 ans. Le destin de Julien Mercier illustre aussi la force extraordinaire des familles face à l'incertitude, et comment la découverte de la vérité, même tragique, peut finalement apporter la paix. Aviez-vous imaginé cette explication en écoutant l'histoire ? Avez-vous remarqué les indices qui pointaient vers cette conclusion? Quelles émotions cette histoire a-t-elle suscité en vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été touché par le parcours de la famille Mercier et par la résolution de ce mystère vieux de 20 ans, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les histoires vraies et profondes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur des cas aussi troublants que celui-ci. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire poignante. À bientôt pour une nouvelle investigation.